beaucoup de gens connaissent Benoît Hamon comme voilà, personnalité politique, ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle, ancien socialiste et ensuite le fondateur de Génération. Moins le connaissent comme responsable de l'association Singa. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'invite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est une réunion du Parti Socialiste » ou « C'est une réunion de Génération ». Pour l'anecdote, quand on est arrivé, toute la salle était éclairée en rose, parce que Camille, qui s'occupe des micros là-haut, s'était dit « Si c'est une réunion du Parti Socialiste, je vais vous mettre tous en rouge ». J'ai dit ben, « Alors, Benoît Hamon n'est plus du Parti Socialiste, et on l'invite en tant que responsable associatif. Mais donc, je vais laisser Benoît présenter Singa, et ensuite, alors moi dans mon idéal, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur en gros ce que fait Singa, quoi, et raconte ce que c'est l'immigration en France, qui sont en fait les migrants français, en tout cas les migrants en France, et pour donner une image un peu plus proche de la réalité, parce qu'aujourd'hui, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a des grands débats sur l'immigration qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation de l'immigration en France, qui n'ont rien à voir avec voilà, qui sont les personnes qui viennent étudier, travailler et qui s'installent ici. Et on fait des lois qui sont tout à fait en décalage avec la réalité de la situation. Et donc là, notre but, c'est un peu juste de parler de ce que c'est l'immigration en France, dans la réalité, dans la vraie vie, qui sont ces personnes, et de voir en gros quels sont, en vrai, s'il y a des problèmes, entre guillemets, à régler, c'est plutôt des problèmes d'accueil, et quels sont ces problèmes, et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place si on voulait une vraie politique d'accueil et une vraie politique de l'immigration en France. Peut-être qu'après, on fera un petit point sur l'actualité très chaude de ce soir. Et enfin, vous pourrez poser toutes vos questions, puisqu'il y a un micro ici qu'on pourra vous faire circuler après. Merci Pauline. D'abord, merci pour votre invitation. Je disais qu'effectivement, vous avez un sacré sens du timing, parce qu'on ne pourrait pas imaginer scénario à la fois plus grave et plus tendu, extrêmement tendu sur le plan politique, puisque probablement commencera à partir de ce soir une crise politique qui va naître de cette décision formelle de la majorité d'associer ses voix à... Alors attendez, du coup je vais le faire. De toute façon ça ne marche toujours pas, donc c'est pas grave. Bon, non, mais il y a quelques chiffres que je voulais partager avec vous justement pour répondre à la préoccupation qui était celle de Pauline de partager des données, des chiffres, et pas d'ailleurs essayer d'esquiver un certain nombre de réalités migratoires. Et j'y reviendrai parce qu'on vit aujourd'hui une accélération des flux migratoires, un changement d'échelle des flux migratoires, et il faut poser comme une réalité avec laquelle ensuite il s'agit de composer sur le plan politique, mais j'y reviendrai. Donc oui, le timing, si je disais crise politique, et puis parce que c'est quand même jamais vu que la préférence nationale soit inscrite dans la loi et que ce soit une majorité dite libérale qui l'inscrive avec la bénédiction, si je peux me permettre, en tout cas l'approbation de Marine Le Pen elle-même, qui parle de victoire idéologique. Pour ceux qui ont écouté France Inter ce matin, Bardella disait la même chose, et d'ailleurs, ce qui était très frappant ce matin, c'était la difficulté, sinon la méconnaissance qui était celle des intervieweurs, des journalistes, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'assertions, de mensonges, qui étaient ceux de Jordan Bardella, comme s'il y avait là une forme de rouleau compresseur auquel les uns et les autres, par excès de confort, ne savent plus répondre. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans l'espace démocratique, on est souvent challengé par les journalistes. Là, ce matin, je trouvais que ça manquait incroyablement de répondants et sur le fond. Bon, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, parce que moi, j'avais fait un partage de connexion avec mon portable. Ah, c'est vrai? Mais oui. Mais il ne marchait pas. Je suis doué quand même. Je crois que ça marche. Ça marche, c'est génial. Donc, les deux autres métiers qu'on a, c'est l'hébergement citoyen. On a un grand programme qui s'appelle J'accueille. Alors j'en profite pour faire de la publicité tout de suite. Il y a le 20 décembre, c'est un mercredi, sort au cinéma un film de Benoît Cohen, consacré justement à l'histoire vraie d'un réfugié afghan devenu étudiant à Sciences Po et qui a été hébergé chez une grande bourgeoise de Paris qui vivait dans un hôtel particulier, qui jouait là par Fanny Ardant. Et c'est l'histoire vraie, alors évidemment après
un peu transformé par le cinéma. Et c'est un merveilleux film de Noël, c'est vraiment autour de l'hospitalité plus ou moins discrète en espèces dans le film, mais de ce que peut être l'humilité de l'accueil pour les deux parties, c'est-à-dire la personne qui accueille chez soi comme celle qui vient. Et c'est un très beau film. Et c'est notre deuxième métier, c'est le programme J'accueille d'hébergement par les citoyens des personnes réfugiées. Et quand je dis hébergement, nous sommes spécialisés dans l'hébergement de longue durée, c'est minimum 3 mois jusqu'à 1 an, parce que évidemment, c'est un puissant accélérateur d'inclusion. Par définition, quand une personne est hébergée chez un Français, on apprend plus vite le français, on profite de son réseau. Ce qui manque souvent à beaucoup de nouveaux arrivants, c'est le capital social, le réseau, qui permet de comprendre ce que sont les codes culturels de la société d'accueil, qui permet d'avoir les contacts qui permettront l'accès au logement, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi. Et donc on est très heureux de la réussite de ce programme. Et le troisième programme de Singa, qui après j'en viens à notre sujet des migrations, ce qu'on appelle les rencontres interculturelles, c'est-à-dire qu'on crée toutes sortes d'occasions, par toutes sortes d'événements, de rencontres entre les nouveaux arrivants et les citoyens locaux, là où, et je vais commencer par ça, on constate que ce qui est à l'origine des bouffées de xénophobie, de haine parfois, de racisme, c'est souvent la méconnaissance. Et les deux chiffres que je voulais partager avec vous, pour commencer, avant de rentrer dans mon petite présentation PowerPoint, si on m'avait dit qu'un jour je ferais des présentations PowerPoint, ces deux chiffres, il y en a un qui est assez ancien, il date de 2006, alors on va me dire qu'est-ce que ça vaut, mais en réalité nous constatons que ce chiffre est toujours pertinent, et il a été un chiffre collecté dans le cadre d'une étude qui avait été une étude très sérieuse sur les réalités migratoires en France, qui avait été reprise par le Haut Commissariat aux réfugiés, et qui montrait que seuls 12% des personnes réfugiées en France avaient un contact personnel avec un Français. On parle de Français qui n'est pas payé pour leur parler, c'est-à-dire quelqu'un qui soit au guichet de telle ou telle structure et qui est dédié à l'accueil des réfugiés. Seuls 12% des personnes réfugiées, les personnes réfugiées, on parle de gens qui ont obtenu l'asile parce qu'elles fuient l'oppression, la persécution, donc qui ont été accueillies dans le cadre de la Convention de Genève et qui sont protégées par la France. Seuls 12% d'entre elles disent, plusieurs années après, avoir des contacts avec des Français. C'est ridiculement bas, et c'est évidemment fait écho au sentiment qu'on a nombreux que ces connexions, ces liens sont insuffisants dans la société française. Et là, à l'occasion de la loi immigration, Singa s'est vu offrir, je vous le dis tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un sondage, s'est vu offrir la possibilité de poser une série de questions à un échantillon classique de Français, 1000 Français, les mêmes à qui on pose la question, trouvez-vous qu'il y a trop ou pas assez d'immigrés, qui disent qu'il y a trop aujourd'hui d'immigrés en France. À peu près 2 tiers des Français disent cela aujourd'hui, mais aussi ils sont plus une large majorité à dire ça, mais aussi à dire que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte, ce qui est quand même dans les contradictions, mais bon, chacun ses contradictions. Mais nous, on a posé une question qui était, d'ailleurs 2 questions que je partage avant. La première, c'était de demander aux Français, si vous étiez dans la situation où, aujourd'hui, vous n'aviez plus les moyens de vivre correctement, que l'espoir que vous avez pour que vos enfants vivent mieux que vous a abandonné, et vous êtes dans une situation d'impasse, pourriez-vous choisir de migrer, de quitter la France? 65% des Français répondent oui. Ça veut dire qu'on peut parfaitement trouver à redire de ceux qui viennent, on peut quand même, et c'est quelque chose d'important, comprendre les raisons pour lesquelles ils partent, au point même d'envisager que pour soi-même, si on était transposé dans la même situation, on pourrait partir. Et le deuxième chiffre qui est moins positif pour nous, c'est qu'on a demandé aux Français, avez-vous dans votre cercle de relations personnelles un ou une immigrée? On va revenir sur les définitions. On ne donne pas la définition dans le sondage parce que c'est trop long, mais on demande est-ce que vous avez en gros un ou une immigrée, et on peut supposer que aux yeux des Français, ça peut être une personne étrangère, et on verra que immigré, ce n'est pas forcément une personne étrangère dans les statistiques, mais ça peut être aussi les enfants d'eux, une personne étrangère. C'est une définition dans laquelle il y a beaucoup de choses qu'on peut englober. Eh bien, là encore, c'est la même réponse que pour le choix d'émigrer. C'est 65% des Français disent non, je n'ai
aucun immigré dans mon cercle de relations personnelles. 12% des réfugiés qui disent avoir des contacts avec les Français, 65% des Français qui disent ne pas connaître d'immigrés, ça dit à quel point aujourd'hui nous vivons dans une société qui est d'abord celle de la méconnaissance, de l'ignorance, et que une des solutions par lesquelles probablement on pourra rendre cette société plus tolérante, plus bienveillante sur ces questions-là, ce qui n'empêche pas de régler ou de traiter les questions qui peuvent être des questions sociales qui sont posées, eh bien, un des grands enjeux, ce sera de permettre que ces connexions existent. C'est la raison d'être de Singa, parce que Singa veut dire lien en lingala. Ne me demandez pas comment ils ont trouvé ça. Et moi, je suis arrivé après, mais j'ai pas vérifié, notez bien, mais ça veut dire lien en lingala. Bon, je voulais vous partager, donc pardon, c'est en anglais, mais quelques figures, ou chiffres, ou nombres. Sources, toutes les sources, tous les chiffres que je vais vous donner, vous pouvez les vérifier. C'est pas de l'agrégat, tiens, Singa Pansi, au doigt mouillé ce matin, etc. On a nos chiffres, les chiffres sont, sont documentés, sourcés. On travaille beaucoup avec l'Institut Convergence Migration qui héberge 300 chercheurs avec François Héran et la chaire Migration au Collège de France. Donc tout est documenté et vous verrez que je ne vais pas esquiver le sujet qui est le sujet sur lequel tout le monde parle, c'est les migrations augmentent-elles ou pas? Oui, elles augmentent et on va voir pourquoi et comment. Et là, je vous ai mis ce qu'étaient les demandeurs d'asile. On parle des demandeurs d'asile, pas en France, hein, dans le monde. Il y a une explosion des demandes d'asile pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des guerres qui sont des guerres et des conflits majeurs qui ont conduit à une augmentation des demandes d'asile, et indiscutablement aussi parce que les voies légales habituelles de migration, qui étaient la migration par le travail, par la famille ou par les études, étant plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, certains choisissent, notamment pour ceux qui choisissent la migration pour aller travailler, eh bien de demander l'asile en espérant obtenir des papiers en contrepartie desquels ils pourront séjourner dans le pays qu'ils ont choisi. Donc vous voyez, il y a une vraie augmentation et il ne s'agit pas de dire le contraire, mais on parle là des demandeurs d'asile. Ça ne veut pas dire qu'ils obtiennent le statut de réfugié, mais là je vous ai mis l'augmentation aussi des réfugiés. Ça c'est le nombre de réfugiés dans le monde, c'est-à-dire il y en a 35,3 millions. Alors là-dedans, il y a ceux qui sont réfugiés au sens des Nations Unies habituelles, ceux qui sont réfugiés avec un statut particulier, que sont les Palestiniens, qui sont pris en charge par un organisme spécifique des Nations Unies. Mais vous voyez, il y a une augmentation du nombre de personnes réfugiées à qui on accorde l'asile. Cette fois-ci, ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils se sont vus accorder la protection internationale ou la protection temporaire. En tout cas, leur nombre est aussi en augmentation. Ces statistiques ne comprennent pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont bénéficié, dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle la directive protection temporaire, d'un statut à part, puisqu'ils ont eu le droit immédiatement, dès lors qu'ils étaient Ukrainiens, de pouvoir, grâce à ce statut de protection temporaire, d'avoir accès, ce qui change tout, au travail, à la formation et au logement. Et on verra que grâce à cela, tous les pays qui ont été confrontés au défi de l'accueil des Ukrainiens ont globalement réussi ce défi-là, là où, quand on n'autorise pas à travailler, à se former, à se loger, évidemment, il y a un peu plus de chances que les gens finissent sous les tentes. Là, je vous montre les personnes qu'on appelle les déplacés internes. Ce sont des personnes qui sont forcées à se déplacer. Et ça nous permet d'aborder une question, c'est que quand on parle des migrations, il y a bien la part des migrations internationales, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une augmentation absolument vertigineuse des migrations internes. Alors ce n'est pas forcément des déplacés de force, qui le sont à cause des conflits, mais ce sont des migrations qui correspondent à des flux liés ou à la sécheresse, au réchauffement climatique, à l'évolution économique d'un territoire, à la polarisation des inégalités. Mais aujourd'hui, l'essentiel des déplacements de population, des mobilités, et qui sont des mobilités internes, et plus le pays est grand, par exemple, il y a assez peu de migration, la part par exemple des Chinois qui sont les migrants internationaux, elle est assez faible. Pourquoi? Parce que l'essentiel des migrations sont des migrations internes, comme au Brésil, dans les pays continents. On migre d'abord dans son propre pays, et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais j'en viens au point qui fait débat, et qui est le point sur lequel on passe notre temps à débattre, notamment en France, qui est celui des migrations internationales. Là, on parle de gens qui changent de pays pour
toutes les raisons que j'ai pu évoquer depuis tout à l'heure, soit parce qu'ils fuient des persécutions et l'oppression, soit parce qu'ils changent de pays pour des raisons économiques, pour chercher un emploi, pour le désir de mieux vivre, soit parce qu'ils sont poussés par le réchauffement climatique, soit aussi parce qu'il y a une mondialisation de l'enseignement supérieur et que les opportunités de pouvoir étudier sont plus nombreuses, aussi parce que le monde est davantage connecté, que les possibilités de se déplacer grandissent, et puis, paradoxalement, je pose ça là tout de suite, parce que c'est quelque chose une bêtise qu'on entend souvent dans le débat politique, parce que le niveau de vie ou le développement des pays s'améliore. Vous savez, petite parenthèse, tout de suite, souvent ceux qui sont contre les migrations disent « mais il n'y a qu'à renforcer l'aide au développement avec l'Afrique subsaharienne, quand ces pays se développeront », comme si c'était nous qui allions décider par saupoudrage comme ça, bon, peu importe, on ne rentre pas dans ce débat-là, mais quand ces pays se développeront, les gens ne migreront pas. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. Pourquoi ? Parce que plus un pays se développe, plus on constate que le coût d'opportunité pour migrer diminue, plus les gens ont les moyens d'aller se faire une vie ailleurs. Et en fait, en réalité, il y a quelque chose c'est un peu contre-intuitif, mais croire que on va arrêter les migrations internationales parce qu'on soutient davantage la coopération avec le Sud ou le développement d'un certain nombre de pays, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, le faire d'ailleurs n'aura pas comme conséquence améliorer l'aide au développement, de baisser les migrations. C'est un problème qui est distinct de la question du développement, et il faut quand même qu'on le sache, parce qu'on entend souvent ça à la radio ou à la télévision. Vous savez, j'ai entendu Xavier Bertrand la dernière fois qui disait « mais moi j'ai une bonne idée comme toujours, évidemment, c'était il faut soutenir l'aide au développement, il faut soutenir l'AFD, il faut soutenir les programmes européens de soutien au développement de l'Afrique subsaharienne, et comme ça il y aura moins de migration ». Eh bien non, c'est pas comme ça, en tout cas, rien ne montre que ça a été vrai dans le passé, et on voit une corrélation entre développement économique, les pays émergents, et augmentation des migrations internationales. Bon là, vous voyez qu'en l'espace de 30 ans, les migrations internationales ont augmenté de 60%, c'est pas rien. On parle aujourd'hui d'à peu près 288 000, près de 290 millions même, de migrants internationaux. Je vous donne une petite définition. Qu'est-ce qu'un migrant international aux yeux des Nations Unies et aux yeux de l'INSEE en France? C'est la même définition. Un migrant, c'est une personne née dans un pays étranger avec une nationalité étrangère. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui est né à l'étranger mais était français n'est pas considéré, quand il revient en France, comme un migrant. Par contre, si je suis né algérien en Algérie, je suis considéré comme un migrant. Si je suis né algérien en Algérie il y a 40 ans, que j'ai migré il y a 35 ans, que j'ai été naturalisé il y a 20 ans, je suis toujours dans les statistiques des migrations. Anne Hidalgo est dans les statistiques des migrants. Manuel Valls, quand bien même il ne le voudrait pas, est dans les statistiques des migrants. Il est né à l'étranger, de nationalité étrangère, naturalisé en France. Il est aujourd'hui considéré par l'INSEE comme un migrant. Ce qui d'ailleurs pose un problème de lexique tout de suite, parce que l'idée d'être un migrant, peu importe d'ailleurs d'où on vient, c'est comme si on était toujours en mouvement. Là où des gens ont posé leur valise depuis longtemps, vivent et s'épanouissent ou pas, d'ailleurs sont heureux ou malheureux, peu importe, mais ils sont toujours caractérisés comme migrants, et il y a quand même dans ce lexique-là quelque chose qui empêche une forme d'inclusion définitive, dès lors qu'on continue à caractériser des gens comme migrants. Et je vous pose la question d'ailleurs, à votre migrants en France, sur les 10,3% de personnes en France qui sont considérées en 2022 comme migrantes, quelle est la première nationalité? Eh ben non, vous auriez dû écouter ce que j'avais dit avant, française. La première nationalité des migrants de l'INSEE, c'est française. Il y a 2,5 millions de migrants naturalisés français. Ce qui fait qu'on est tous là à se dire Algérie, Maroc, Portugal. Eh ben non, oubliez, c'est français. C'est peut-être des Algériens devenus français, des Portugais devenus français, mais ce sont des Français, donc intégrez-le. Quand on regarde les étrangers qui sont alors là, restés avec une nationalité étrangère sur le territoire français, ils sont 7,8% de la population totale aujourd'hui qui est étrangère. Alors, il y a la part évidemment de ceux qui sont hors statistiques, qui sont les étrangers en situation irrégulière,
qu'il y a des étrangers en situation irrégulière, qu'on estime à plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, par définition, on a des ordres de grandeur, alors qui sont relativement fiables quand même. Hein. C'est pas comme si en France on ne savait pas compter quand même. Même si le ministère de l'Intérieur, il sait des fois bien compter certaines choses et moins bien compter, notamment les manifestants. Mais on estime qu'il y a autour de 500 000 à 600 000 personnes étrangères en situation irrégulière que vous pouvez rajouter au total. Après, c'est à peu près les ordres de grandeur. Mais quand vous regardez ce chiffre-là, ça dit quoi? Ça dit que, indiscutablement, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, pour des raisons liées à des guerres et des conflits, les migrations internationales augmentent. Moi, j'ai une question sur ce graphique. Ouais. Parce que la population, elle a aussi beaucoup changé, la population mondiale entre 90 et 2020. Et du coup, si on regarde juste en proportion de personnes par rapport à tous les humains... La migration augmente plus vite que la démographie, quand même. Okay. Ouais, la démographie augmente très vite, notamment la démographie africaine, et j'y reviendrai, mais la migration internationale augmente un peu plus vite. Il y a pas de... C'est pas totalement aligné. À votre avis, sur ce chiffre-là, quelle est... je continue mes petites questions et... un petit jeu interactif, quelle est la place dans les 5 premiers couloirs migratoires? Quelle est la place du couloir qui vient du Maghreb et d'Afrique subsaharienne vers l'Europe? Dans les 5 premiers, à quelle place se situe ce couloir dont tout le monde parle, qui obsède Éric Zemmour, qui rend fou Pascal Praud, qui rend dingue Bolloré et son confesseur encore plus, et tous ces gens qui vont voter une des pires lois qu'on ait vues, je dis, depuis la Deuxième Guerre mondiale quand même, sur la question des étrangers en France, peut-être ce soir à l'Assemblée nationale. Donc, quelle est la place du courant migratoire qui vient de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb vers l'Europe? À votre avis, dans les 5 premiers? Attendez, je vais vous faire... Alors, qui pense que c'est le premier? Le deuxième? Vous dites, hein, il y a un piège, c'est ça? Le troisième? Troisième, une personne? Peut-être qu'il n'y a pas de piège. Il y a 4 mains. Je vous ai dit que j'étais... Au troisième, il y a 4 mains. C'est vrai que les écolos, ils savent mieux compter les votes que les ex-socialistes. Qui pense que c'est quatrième? Les autres pensent que c'est cinquième? Voilà. Bon, vous êtes tous trompés, il n'est pas dans les 5 premiers. Et donc, il n'est pas même dans les 5 premiers. Le premier couloir migratoire, vous le connaissez très très bien, peut-être l'avez-vous même vécu, c'est 15% des migrations internationales, c'est à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi? Parce que liberté de circulation, marché intérieur, la possibilité d'aller faire ses études ailleurs, en fait, on migre énormément entre pays européens. Le deuxième couloir migratoire, il vient d'Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes vers l'Amérique du Nord. Et avec les États-Unis et aussi le Canada, donc pour le coup, là, on n'est pas à 10,3% de migrants au Canada comme en France, on est à 30% au Canada, ce qui montre bien qu'on peut arriver à des seuils qui sont des seuils beaucoup plus importants qu'en France. Le troisième couloir migratoire, il est à l'intérieur du monde arabe et du monde musulman, ou plutôt au sens large, mais principalement du monde arabe, arabo-musulman. Le quatrième couloir migratoire, il vient d'Asie du Sud-Est et va vers les monarchies du Golfe. C'est toute la main-d'œuvre qui vient et qui travaille en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc. Et le cinquième couloir migratoire est à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Et il nous rappelle, en tout cas ce couloir migratoire-là, comme le couloir européen, que l'essentiel des migrations internationales, l'immense majorité, sont d'abord des migrations de voisinage. Le pays dans lequel on va d'abord, et principalement quand on change de pays, c'est le pays voisin. Et c'est pas la grande projection, il y en a qui le font, mais pourquoi y a-t-il autant de Mexicains aux États-Unis? C'est d'abord parce qu'il y a une frontière entre les deux pays. Et pourquoi y a-t-il aussi peu d'ailleurs de migrants au Danemark? Parce que le Danemark n'a une frontière qu'avec un seul pays. Parce que vous avez remarqué qu'on dit « ouais, vive le modèle danois », comme si le Danemark c'était la France. Nous on a, je ne sais pas combien de pays frontaliers avec des frontières physiques, des centaines de kilomètres de frontières maritimes, et donc on n'est pas du tout dans la même situation que le Danemark, qui n'a qu'une frontière qu'avec l'Allemagne. Sinon, c'est de la mer. Même avec la Suède, il faut prendre un bateau pour aller en Suède. Donc, quand on se compare aujourd'hui à ce pays comme le Danemark, c'est strictement différent. Il y a 6 millions d'habitants, ce qui n'est pas exactement pareil que chez nous. Bon, je continue ma démonstration sur les Français. Donc, la moyenne européenne, c'est plus 60% comme la moyenne mondiale. Mais vous voyez que la situation est très, très, très différente d'une région européenne à une autre. Le sud de l'Europe a vu une augmentation des migrations internationales qui arrivent sur son sol augmenter de plus 130%,
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le principal couloir migratoire vers l'Europe est un couloir qui vient du sud, il est logique que ça touche l'Espagne, la Grèce, l'Italie, plus fort que le nord de l'Europe, malgré tout, plus 90%, en raison des politiques d'accueil qui ont été celles de la Suède, par exemple, ça c'est fini, mais la Norvège, la Finlande, un peu le Danemark, mais c'est aussi fini. L'Europe de l'Ouest, vous le voyez, 60%. Quand on sort la France, ça n'est que 36%. Et l'Est de l'Europe, la Hongrie, la Pologne, 8%. Et ces statistiques-là, notamment pour l'Est de l'Europe, ne tiennent pas compte de l'Ukraine et de ce qui s'est passé avec l'Ukraine, notamment pour la Pologne, qui a accueilli, je crois, près entre 2,5 millions et 3 millions de réfugiés, peut-être même plus, venus d'Ukraine. Donc, on voit qu'on ne prend pas tous la même part, et que quand on pense en France qu'on subit l'essentiel, je parle comme les gens qui veulent stopper l'immigration, subit l'essentiel du fardeau des migrations, ça n'est pas vrai. Juste cette petite statistique pour vous montrer une chose et arriver à ce qu'au moins on pose un diagnostic, un constat. C'est que tout à l'heure, je vous ai montré qu'en 30 ans, les migrations internationales avaient augmenté de 60%. Eh bien, quand on regarde sur les 30 dernières années, les ONG se sont amusées à faire l'addition du nombre de kilomètres de murs qui ont été mis aux frontières pour stopper les migrations. Ça fait 40 000 km, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on a arrondi à 40 000 km, l'exacte circonférence de la Terre, et qui ont été construits, ces murs, pour empêcher les migrations. Et vous observez quoi? Que, en dépit de ces murs, les migrations internationales n'ont absolument pas interrompu leur augmentation. Pourquoi? Parce qu'il est aussi absurde de dire qu'on est pour ou contre les migrations que de dire qu'on est pour ou contre le soleil, le ciel ou je ne sais quoi. La réalité, c'est que c'est aussi vieux que l'humanité, qu'il y a des moments où les migrations, la mobilité des hommes augmente ou recule, mais que les migrations sont un fait aussi ancien que l'humanité. La question qui est posée aux États, aux nations, aux continents, comme le continent européen, c'est où voulons-nous mettre notre énergie, nos ressources, nos budgets, nos intelligences, dans des frontières, dans des barrières technologiques, administratives, humaines, sécuritaires, ou dans l'inclusion des nouveaux arrivants pour révéler leur potentiel dès lors qu'on réhumanise ces migrations. Et c'était pour moi important de vous montrer ça, que en dépit de tous les murs, les migrations internationales n'ont pas chuté. Et le meilleur exemple, parce que à utiliser d'ailleurs, je vous invite à le faire, c'est que nos amis britanniques qui ont quand même quitté l'Union européenne sur des slogans lors du Brexit qui étaient fin des migrations, stop à la migration, on n'en peut plus, et qui ont, eux, que des frontières maritimes. Je veux dire, il n'y a pas plus compliqué, ou pas plus simple, si on veut se protéger, que quand on est une île. Et c'est l'Office statistique britannique qui nous donne ce chiffre assez savoureux, qui est quelle a été l'évolution de la migration vers le Royaume-Uni depuis le Brexit, multiplié par 2. La migration a augmenté par 2 depuis le Brexit. Donc ça ne marche pas. Et là encore, le Premier ministre britannique peut bien essayer d'imaginer cette hypothèse sordide d'aller externaliser la prise en charge des demandeurs d'asile au Rwanda. Ils viennent de voter une loi pour que quiconque demande l'asile en Angleterre aille au Rwanda. Et c'est le Rwanda qui va gérer, avec des officiers britanniques, ces flux-là. Comme aujourd'hui, certains en Europe imaginent le faire en Albanie. Et l'Albanie n'est pas contre, parce qu'elle dit que ça pourrait accélérer ma candidature à l'Union européenne. Et donc on sous-traite à l'extérieur le soin de gérer les demandes d'asile. On en est arrivé là et c'est particulièrement préoccupant. Mais donc ça ne marche pas. Prenez les résultats de Meloni, qui a été élue en Italie, la chancelière italienne, là aussi avec son copain Salvini au ministère de l'Intérieur pour arrêter l'immigration, x2 également. Donc bon, en tout cas... vous pouvez toujours mettre des dirigeants d'extrême droite qui veulent stopper l'immigration. En tout cas, ils ne stoppent rien. Au mieux, stoppent-ils ou réduisent-ils l'immigration légale? Mais la réalité, c'est que par jeu de vase communicant, si vous baissez la part d'immigration légale, vous augmentez la part d'immigration illégale, et l'immigration illégale invisible, évidemment, elle génère beaucoup plus de problèmes, de précarité pour les personnes concernées, mais de problèmes derrière, en termes d'inclusion, d'accueil dans les sociétés, de cohésion sociale, etc. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, voilà, c'est parce que j'étais faire la conférence dans une université italienne, et donc j'étais devant les Italiens, donc je me suis fait un petit plaisir en citant l'Italie. Ce que je voulais vous montrer, c'est le problème qu'on a, nous, mais pas que nous les Français.
Ça s'appelle « Les périls de la perception » et c'est une enquête qui est réalisée depuis maintenant plusieurs années par un grand institut de sondage qui s'appelle Ipsos et qui réalise désormais une grande enquête sur des milliers et des milliers, des échantillons de plusieurs dizaines de milliers de personnes, pas simplement en Europe, mais qui est une commande de l'Institut Eurostat pour voir, essayer de comprendre quel est le delta, la distance qui peut exister entre une réalité qu'on sait mesurer et la perception que les citoyens en ont. Et on va s'intéresser à la perception que nous avons de l'immigration en Europe. Eh bien, avant de vous montrer les résultats, la question qui est posée aux Français, c'est de dire, sur 100 personnes vivant en France, 100 personnes, combien croyez-vous, combien y a-t-il d'immigrés sur 100 personnes en France? C'est la question qui est posée aux Français, aux Colombiens, aux Saoudiens, aux Suisses, etc. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2022, il y avait 10,3% de migrants. Si on rajoute en partie les clandestins, alors au doigt mouillé, on peut rajouter 1,5 en plus, on va dire, allez. Mais voilà. Bon, mais le chiffre, aujourd'hui, c'est 10,3%. Quelle est la réponse des Français, à votre avis? Alors attends, on va faire un jeu. Qui pense que c'est moins de 10, en dessous de la réalité? Bon, personne. Qui pense que c'est entre 10 et 15? Entre 15 et 20% de la population. Moi, je mettrais entre 15 et 20. Entre 20 et 25% de la population. Au-dessus de 25% de la population. Eh bien, vous avez raison. Puisque les Français disent 27% des personnes vivant en France sont des immigrés. Ce qui nous fait... Ipsos avait considéré que qu'il y avait 12%, ils avaient rajouté une sorte de pourcentage de personnes illégales, donc ils considéraient qu'il y avait 12% à peu près d'étrangers. Donc ils se sont dit que ça fait un delta de 15, mais en réalité, donc, comme les Allemands, vous voyez là à droite, qui est la surestimation du nombre d'étrangers. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, on surestime de 31 points le nombre d'étrangers. Mais que tout le monde les surestime, alors à l'exception de l'Arabie Saoudite, qui sous-estime le nombre de Philippins qu'elle exploite, en réalité, et Hong Kong et les Suisses, mais là aussi, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs transfrontaliers, etc., on est à peu près une perception assez juste. C'est aussi sans doute, on va dire que c'est des préjugés, notamment d'horloger de notre ami suisse, mais bon, en l'espèce, tout le monde surestime le nombre d'étrangers. Et vous voyez, paradoxalement, on pourrait imaginer que les Polonais, avec nos préjugés, oh là là, ça va être compliqué quand on est étranger, eux surestiment pas beaucoup plus que nous, en tout cas moins que nous, le nombre d'étrangers, mais c'est quand même tout à fait spectaculaire. Et c'est spectaculaire. Pourquoi? Parce que tout le problème aujourd'hui que nous avons dans la classe politique, c'est que la classe politique est alignée non pas sur les faits, mais sur la perception des faits, voire même en rajoute sur cette question-là. Et quand vous êtes un responsable politique, normalement guidé par l'intérêt général, et qu'en fait, les faits que vous manipulez, l'information que vous utilisez, reposent sur des perceptions, donc des préjugés, des biais, évidemment, le risque est de mettre en œuvre des politiques qui peuvent être des politiques tout à fait dangereuses, voire même criminelles. Mais je voulais que vous ayez ça en tête. Ce qui montre la difficulté de ce sujet, c'est quand on parle migration, à un moment, je vous ai donné les chiffres, mais ça ne va pas suffire. Ça va suffire, ça va pas. Si moi je dis, mais non, il n'y a que 10,3%. Et pourquoi est-ce que dans une région où il n'y en a même que 2 ou 3%, dans la Creuse, vous allez penser qu'il y en a 27%? Où est-ce que vous avez vu ça? Par la télé déjà, par Internet, par les images qui sont sélectionnées. Googlez, là tout de suite, faites une recherche Google sur le mot réfugié, regardez les images qui sont associées, des hommes, noirs, maghrébins, sur des bateaux, donc avec un nombre, ce qui ressemble à une menace, en tout cas pas des images positives, quoi. Donc les images vont jouer un rôle absolument crucial dans ces perceptions-là, et je voulais partager avec vous ce chiffre d'Eurostat. Bon, c'est en anglais, pardon, mais quand on fait une moyenne, les Européens voient 3,4 fois plus d'étrangers sur leur sol qu'il y en a en vrai. Source Eurostat, Commission européenne. Donc là où il y en a un, les Français en voient 3,4. Les Français, les Européens. Vous voyez quand même le problème. Enfin, c'est un petit problème quand même. C'est qu'on voit
collectivement beaucoup plus d'étrangers qu'il n'y en a. Alors, on pourrait se rassurer en se disant que dans les pays d'où viennent une partie des candidats à l'exil, c'est la même chose. C'est qu'on surestime partout le nombre d'étrangers, comme si on était tous sous la menace de ceux qui viennent de l'autre côté de la frontière. Oui. Une question. Est-ce que tu parles des migrants ou des étrangers? Des migrants. Pardon, des migrants. Des fois, pardon si je fais des erreurs, je parle des migrants, tu as raison. Des migrants. Mais je fais d'ailleurs, pour le coup, dans la tête des gens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des Français parmi les migrants, dans la tête des gens, les migrants sont des étrangers, les immigrés sont des étrangers. Là, je vous montre le point, c'est une petite parenthèse, là où on est recordman de tout, c'est sur le nombre de musulmans. Alors là, on casse la baraque, parce qu'on surestime en France de 24 points le nombre probable, alors évidemment, il n'y a pas de statistiques, allez-vous me dire, culturelles, etc. Mais on a quand même des ordres de grandeur. Et là les Français, champions. Alors, est-ce que c'est un hasard, vu la place qu'occupe l'islam dans le débat politique, manifestement non, mais on surestime de 24 points le nombre de musulmans présents sur le territoire français. Donc quand même, vous vous rendez compte, si 24 points par rapport à 7,5, ça veut dire que les gens pensent qu'une personne sur 3 est musulmane en France. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on a probablement bien répondu à cette question. On a dit 10%, 8%, parce que, je veux dire, moi, on me poserait cette question, j'aurais dit, je sais pas, moi, ouais, c'est ça, c'est 8, 7, 8, 9, 10 peut-être, j'en sais rien. Mais ça veut donc dire que si pour arriver à une moyenne avec moi, il faut qu'il y en ait qui ont répondu 50%. Ce qui montre bien comment, aujourd'hui, ces sujets-là sont devenus irrationnels, et il revient à des responsables politiques, à des militants politiques, associatifs, des citoyens, de faire la part entre ça et le vrai. Ça, par exemple, je l'enverrai au député de Boulogne qui m'a vu sur le marché dimanche matin avec mes petits tracts accueillir les migrants et tout ça, qui m'a dit mais non, mais on peut pas faire ça, il faut fermer les frontières, on est à la veille d'une guerre de civilisation avec tous ces islamistes. Alors, lui, il est député quand même, il est avocat, etc. Il va voter la loi, je pense, ce soir. Et lui, je pense que dans sa tête, voilà, chaque migrant qui arrive est un musulman, et on a un problème en France parce qu'il pense qu'une moitié de la population ne veut plus vivre avec l'autre moitié parce qu'elle serait musulmane. Eh oui. D'être député, ça ne protège pas d'être con. Avec vous sur la phrase qui, pour nous, qu'on entend le plus et qu'on doit à Michel Rocard. D'ailleurs, on dit que Michel Rocard aurait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France doit en prendre sa part. Et il l'a dit des années après. La vérité, c'est que dans ces années-là, il y a un vrai tournant, qui est un tournant opéré par la gauche et par le Parti socialiste sur la question des migrations, et qui date précisément, d'ailleurs, si on veut, dans les textes de la circulaire Édith Cresson 1991, où pour la première fois, dans la circulaire Cresson, on pose qu'un demandeur d'asile est suspect de ne pas le demander parce qu'il est menacé, mais parce qu'en réalité, il veut une place. Donc on inverse l'approche qu'on avait de l'asile, on accueille les persécutés, pour dire ce sont potentiellement des tricheurs. La suspicion devient la règle, ou en tout cas le filtre, à travers lequel l'administration va regarder le demandeur d'asile, là où auparavant, on avait une approche qui était différente. Mais bon, ce que je voulais désintoxiquer en quelque sorte avec vous, et c'est cette phrase. Alors bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pardon, c'est en anglais, mais sur laquelle on a voulu travailler. Parce que c'est vrai que quand vous débattez, vous êtes les gens vous disent ah mais quand même, vous êtes sympa, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On est bien d'accord là-dessus. Et on est tous d'accord. Et Macron, elle a fait, c'est le bon sens quand même, mesdames et messieurs. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est ces différentes petites séquences, ces parties. D'abord, il y a le « on », comme si c'était consensuel, comme si on pensait tous la même chose sur la question des migrations, comme s'il y avait une opinion française qui, dans son immense majorité, considérait aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à ouvrir les frontières. La réalité, c'est que dans toutes les enquêtes, vous avez autour de 40% de la population française qui se dit favorable aux sociétés ouvertes, favorable à la poursuite d'une politique d'ouverture aux flux migratoires, et qui considère, alors elle est plus urbaine que rurale, hein, cette population-là, et qui considère que le sens de l'histoire, ce sont les sociétés inclusives, multiculturelles, interculturelles, on y reviendra, mais ça fait quand même une part non négligeable de la population qui, dans toutes les enquêtes, dit à peu près la même chose. Qui peut dire aujourd'hui, d'ailleurs, il y a trop d'immigrés à un moment, mais qui fondamentalement pense que l'immigration, ça reste une composante de la nation et une richesse plutôt qu'une pauvreté. Donc, il n'y a pas de « on » là-dessus.
Mais, vous savez, c'est toujours le bon sens, c'est... Oh, quand même, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le « on », il est enveloppant en quelque sorte, et le président étant l'interprète de ce consensus, il est à l'abri des critiques. Ensuite, il dit oui, cannot, donc on ne peut pas. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La réalité, c'est que, et je vais prendre un exemple très récent, c'est qu'on a parfaitement été capable d'accueillir en quelques semaines 100 000 Ukrainiens. Que l'Allemagne a réussi l'inclusion d'1 million de Syriens entre 2015 et 2016, 1 million d'Ukrainiens en 2022, et que nous, quand il y a eu 100 000 personnes qui sont venues, qu'a fait l'État ? Il a organisé, et nous y avons participé, j'y ai participé moi-même à des réunions de coordination avec les collectivités accueillantes, les entreprises qui voulaient proposer des jobs, les associations qui assuraient leur mission d'accès au logement, d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, et les services de l'État, une coordination qui a fait en sorte que, grâce à la directive protection temporaire qui permettait de travailler, de se loger, eh bien, pas un Ukrainien, alors vous allez me dire si ça se trouve vous en connaissez un ou deux, mais pas un Ukrainien n'a dormi dehors. Pourquoi y a-t-il des Érythréens qui dorment dehors, des Afghans qui dorment dehors, des Irakiens qui dorment dehors, des Maliens qui dorment dehors? Parce que nous n'avons pas voulu faire ce que nous avons fait pour les Ukrainiens. Donc c'est pas on ne peut pas, c'est on ne veut pas. Nous avons choisi en France, et ça, après, ça s'assume dans le débat politique. Moi, j'ai pas de problème à discuter, à débattre démocratiquement avec quelqu'un qui me dit « Non, moi, je veux pas ». Après, je lui dirais « Je pense que tu te trompes, ou vous vous trompez, j'ai un autre avis, etc. » Mais ne me dites pas qu'on ne peut pas. Il n'y a aucun seuil, par exemple, les gens disent « Oui, on a atteint le seuil de tolérance ». Ben pourquoi au Canada c'est 30, pourquoi au Luxembourg c'est 50, pourquoi dans d'autres, en pourcentage de la population? C'est à quel moment vous estimez que ça vous sort par le nez, les oreilles, ça n'existe pas ce chiffre-là. Ça peut être lié à des contextes où la question des migrations est plus importante qu'une autre, mais il n'y a pas de seuil au-delà duquel on considère que, voilà, on a passé un seuil et qui rend finalement l'inclusion impossible. Quand bien même on aurait des politiques inclusives, ce qu'on n'a pas du tout par ailleurs, et si on en avait, je peux vous dire que à ce moment-là, ces questions-là se poseraient avec beaucoup moins d'acuité, de nervosité qu'elles se posent aujourd'hui. Donc on peut. Les Allemands étaient capables, 1 million de Syriens, 1 million d'Ukrainiens, nous 100 000, on ne veut pas, mais il faut l'assumer. C'est que Emmanuel Macron, il devrait dire, déjà, c'est pas on ne peut pas, c'est je ne veux pas. Moi et mes amis, nous ne voulons pas, une partie significative des Français ne veulent pas accueillir, ensuite, toute la misère du monde. Alors, commencez par toute. Non, c'est pas toutes. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on n'était pas le premier couloir migratoire, premièrement. Donc on a une part, mais c'est pas la part la plus importante dans le monde. Et quand on prend la part européenne, c'est pas la plus importante dans l'Europe. Donc toute, ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout le monde voudrait venir en France? Posez la question aujourd'hui. Savoir, et cette idée de l'aspirateur du modèle social français. Demandez aux gens qui traversent la Méditerranée, oui, non mais moi je veux absolument me faire rembourser mon Dafalgan, c'est hyper important, je sais très bien que l'assurance maladie, non mais c'est une blague. C'est absolument pas le moteur de... Et pourquoi les gens sont à la jungle de Calais pour aller en Angleterre où il n'y a pas de système social? Pourquoi ils s'infligent des conditions de vie atroces pour aller en Angleterre où il n'y a pas de protection sociale? C'est quoi l'aspirateur là-bas? Où il y a des gens qui veulent les renvoyer au Rwanda. Bon, vous imaginez? Eh ben, les deux raisons pour lesquelles on choisit un pays et qui n'ont rien à voir avec le modèle social, avec les APL, ça ne changera rien à ce qu'ils font. Ça va juste créer un précédent dans le droit français, j'espère que le Conseil constitutionnel ne validera pas ça, qui est de créer la préférence nationale. Macron, il a posé les charentaises dans laquelle Marine Le Pen, si elle dirige le pays, pourra mettre ses pieds, elle n'aura même pas à s'attaquer à ce point-là. J'espère que le Conseil constitutionnel va empêcher ça, et normalement, il y a de bonnes chances qu'il l'empêche. Mais bon, c'est ça qui se passe ce soir. Hein. La préférence nationale dans la loi. Hein. Et donc, on nous dit le modèle social. Eh bien, non. Les deux raisons pour lesquelles on choisit un pays, il y a deux raisons quand on interroge les nouveaux arrivants, c'est les emplois disponibles et l'existence d'une diaspora.
exactement les raisons pour lesquelles nous-mêmes on bougerait, on se dirait, bah, tiens, si je vais là-bas, c'est parce que je pense qu'il y a du boulot. Pourquoi on va aux États-Unis quand on est étudiant? Parce qu'on sait qu'il y avait du taf. Et pourquoi non, à Londres, pardon, j'allais dire. Parce qu'on sait qu'il y avait du boulot. Et en plus, une grosse communauté française, la diaspora. On cherche tous à trouver les connexions qui vous permettront de faciliter votre inclusion, les gens qui vous aideront à avoir un logement, les gens qui vous aideront... C'est de tout temps, ce sont les deux critères. Et nous, on s'est inventé que les gens viendraient à cause de notre modèle social. Alors s'ils venaient à cause de notre modèle social, pardon, je suis long. Ah non, ça me fait rire. S'ils venaient à cause de notre modèle social, c'est génial, parce que là, franchement, ce matin, moi sur Inter, j'aurais adoré qu'on pose la question à Jordan Bardella. Moi, je l'ai eu une fois en débat, je l'avais fait un peu souffrir. Et il y a un côté, mon petit panda quand même, il y a un côté très droit, mais dès qu'il joue vite les victimes. Et Bardella, il faut lui poser la question comme à Le Pen, comme à Zemmour, ne cherchez pas, parce qu'on est dans une autre... C'est un autre écosystème, c'est ailleurs. Mais prenons cet exemple. On nous dit le modèle social français, les étrangers viennent pour ponctionner dessus. Bon, première statistique, pas nous, l'OCDE, des gens à peu près sérieux, qui est quand même pas le dernier think tank marxiste, qui est plutôt libéral, dit on prend les impôts des gens, on prend leurs cotisations sociales, les étrangers, on regarde ce qu'ils coûtent en éducation, en santé, en allocation familiale, et on met d'un côté les impôts, les cotises, et de l'autre côté les prestations, tout ce qu'ils reçoivent pour éduquer quelqu'un, etc. Et hop, boum, pas de chance, quand on fait la moyenne des pays de l'OCDE et quand on fait une extraction sur la France, on se rend compte que la contribution des étrangers à la richesse collective est plus grande que ce qu'ils vont recevoir. Alors vous allez me dire, oui, bah non, c'est marqué, c'est des colonnes, c'est des économistes. Alors on peut dire qu'ils sont tous mauvais, mais moi j'observe que tous les économistes, c'est bien un sujet rare. Moi j'ai jamais cru que l'économie était une science devant laquelle on devait s'agenouiller, se prosterner, sinon j'aurais pas défendu le revenu universel, parce qu'ils étaient tous contre. J'observe quand même sur ce sujet-là, les esprits évoluent sur la question du rapport au travail, et je m'en réjouis, mais je ne vais pas ouvrir ce débat-là maintenant. Mais tous les économistes, depuis Tirole, libéral, Nobel d'économie, macroniste, endiable, Piketty, bien moins libéral, les keynésiens de l'OFCE, tous les économistes disent aujourd'hui, sans migration, la question du développement, la question du financement de notre modèle social, la question du financement de notre service public, s'effondre. Et je vais vous prendre un exemple très concret. C'est la question qu'il faut poser aux gens du RN. Parce qu'il y a des gens du RN qui ont manifesté contre le report de l'âge légal des départs à la retraite à 64 ans. Qui étaient contre, parce qu'ils se disaient, il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 ans de ma vie, je donne 2 ans de ma vie, j'ai mérité ma retraite, et surtout quand on est dans un métier qui était un métier difficile, on a envie de partir, si possible, le plus tôt sera le mieux, en tout cas pour beaucoup. Bon, 90% des actifs contre cette réforme de l'âge légal. Donc on peut se dire qu'il y a quand même un nombre significatif d'ouvriers, d'employés ou de cadres qui ont voté Marine Le Pen, parfois Zemmour, etc. Sauf que, quand on regarde la structure des cotisations, on voit quoi? Et là encore, j'invente rien du tout. Je promets que je me base uniquement sur des études de chercheurs, le CNRS. Alors on peut dire, c'est pas bien, mais le CNRS, c'est l'État quand même. Donc les gens qui veulent diriger, notamment les fascistes qui adorent l'État, en fait, ils aiment des bouts de l'État, mais pas tout, si on comprend bien. Donc il faut prendre, quoi. Et donc là, ces gens, et heureusement qu'on a de la recherche en France, et de la recherche en sciences sociales, en politique éducative. Ces gens-là nous disent, quand ils regardent le système de retraite, ils nous disent, les travailleurs étrangers reçoivent en moyenne moins de retraite que les Français, et sur une période plus courte. Et pour une raison qu'on connaît, c'est qu'ils ont parfois des carrières plus hachées, mais surtout qu'ils sont surreprésentés, les travailleurs étrangers, dans les métiers pénibles. C'est-à-dire les métiers qui vont abîmer leur santé plus tôt, et ces métiers pénibles qui sont souvent les moins bien payés, et qui vont amener à ce que la pension soit plus courte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que les cotisations des travailleurs étrangers, quand on regarde la somme de ce qu'ils donnent au régime de retraite, cette somme-là est moins importante que ce qu'ils vont percevoir. Et donc le sujet tout de suite là, si on sort les cotisations des travailleurs étrangers, les gros malins qui nous disent oui, parce que si je ne me trompe pas, le Rassemblement national était pour le maintien à 62 ans, je me demande si c'était pas sur les 60 ans même. Donc les gros malins nous disent comment on fait
sans les cotisations des travailleurs étrangers, sachant que les projections nous disent que sans ces cotisations-là, l'âge légal pour équilibrer le système, tenez-vous bien, c'est 66, 67 ou 68 ans. Sans les travailleurs étrangers. Et je rappelle aussi que les travailleurs étrangers qui n'ont pas de papier, ça ne les empêche pas d'avoir un contrat de travail et de cotiser, et que la retraite, s'ils ne sont pas régularisés, ils ne peuvent pas y avoir le droit. Donc c'est bonus, quoi. Ça va au pot commun. Bon, je ferme à nouveau la parenthèse. Mais donc, toute la misère du monde, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en situation de pouvoir dire qu'on accueille toute la misère du monde. Le chiffre que je voulais vous donner, qui est hyper intéressant, c'est un chiffre, là encore, pas Singa. Vous savez, nous, on fait de l'entrepreneuriat, donc on est avec des gens qui créent des entreprises dans tous les domaines. Et là encore, une idée reçue, même moi, j'ai été surpris par ça. Au début, je me suis dit, c'est quand même incroyable, je ne m'y attendais pas. On a aujourd'hui, dans nos programmes, on a des centaines d'entreprises qui sont créées, grâce à Singa en Europe. Plus de 60% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Donc l'entrepreneuriat immigré est aussi un entrepreneuriat féminin, et pas principalement masculin. Et là, maintenant, je vous donne une autre statistique qui vient là des services français. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait 7,8% des étrangers. Les étrangers font 7,8% de la population totale. Et bien les étrangers, en moyenne, sur plusieurs années, font 15% des créateurs d'entreprises en France. Ils sont 2 fois plus nombreux que leur part dans la population. Donc quand ils créent de l'activité, de la richesse, ils sont en réalité très entrepreneurs. Et pourquoi le font-ils ? Parce qu'on sait aussi que le déclassement professionnel frappe beaucoup les nouveaux arrivants, puisqu'ils font en moyenne, pardon de vous mettre des chiffres dans la tête, mais 10 ans en moyenne pour retrouver son statut social d'origine quand on est nouvel arrivant. Donc, tout le monde n'a pas envie de monter sur un chantier, tout le monde n'a pas envie de faire la plonge, donc je crée mon entreprise pour créer mon propre emploi, et ce qui fait que chaque année, 15% des entreprises françaises, créées en France, le sont par des étrangers. 43% des entreprises de tech, les startups, en Allemagne, sont créées par des migrants. On a, alors pour les États-Unis, des chiffres qui sont comparables à autour de 40% dans les grandes entreprises américaines, mais pour des raisons aussi qui sont liées au fait que beaucoup d'Américains sont migrants ou de première ou de seconde ou de troisième génération. Donc la misère du monde, ça n'est pas vrai, et il faut qu'on se sorte cette idée-là, et c'est ce que je voulais dire en disant la réalité aujourd'hui de l'immigration, et c'est le dernier chiffre que je voulais partager avec vous, c'est quand on regarde le pourcentage de personnes au niveau de licence en France. À votre avis, il est de combien ? Combien de personnes en France ont niveau licence Bac plus 3, quoi. L3, comme on dit, moi, pardon, je suis licence, c'était les vieux jeux, c'était le DUG à l'époque. Personne ne sait ce que c'est, le DUG. Si. On passait des DUG. Bon, bref, licence. Hein, au niveau de licence, il y a 19% de la population en France qui est au niveau de la licence. Et sur les migrations qui viennent vers la France, si on regarde le grade ou le diplôme comparable, 30%, je ne sais pas si on tombe à 30%. En réalité, nous ne savons pas regarder la compétence, les aptitudes et le talent là où il peut être. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de licence n'ont pas de talent. Mais nous déshumanisons l'immigration. Nous sommes persuadés que nous avons affaire à des nombres, à des gens qui viennent ici juste pour utiliser notre système social, qui en est... Alors, vous allez me dire, oui, mais je connais, machin, il y a toujours des abus, il y a toujours des gens qui sont respectueux de rien, et il n'a pas été écrit non plus qu'il y avait que des gentils, pas plus qu'il n'y a que des gentils en France et des méchants chez les nouveaux arrivants, il y a, dans l'inverse, il n'y a pas que des méchants en France et que des gentils chez les nouveaux arrivants. Vous trouverez toujours un Guinéen qui en profite, un Algérien qui en profite, etc., etc., même sans doute, mais c'est pas le sujet. La question c'est est-ce qu'on fait des règles à partir des exceptions? Non, on peut savoir qu'elles existent, ces exceptions, mais les règles, elles doivent être construites en fonction de l'intérêt général. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est que aujourd'hui, on a, vis-à-vis des migrations, un rapport est largement lié aux médias, notamment. Je n'ai jamais fait de la dénonciation des médias, mais là, je vais vous dire notamment les médias du groupe Bolloré, Bolloré, c'est un type
épouvantable. Les Bretons, nous, on a fait Le Pen et Bolloré. Je crois que je suis breton, je me dis. Pourtant, quand même, les Bretons, ils sont bien, parce que les Bretons, ils ont quand même été 10 fois toujours plus tolérants que les gens qu'on renvoie vers Paris, en fait. C'est facile. Et voilà. Bon, bref. Et je vous disais ça, pourquoi? Bolloré, les médias, dénonciation des médias. Et c'est que, quand vous regardez le lexique des migrations, on dit quoi? Front migratoire, offensive migratoire, invasion migratoire, submersion migratoire. C'est les 10 plaies d'Égypte, quoi. C'est les sauterelles, les maladies. Mais il n'y a rien de positif, quoi. C'est ou la guerre ou la catastrophe naturelle. Et c'est comme ça qu'on parle des migrations. Les gens disparaissent, ceux qui composent les migrations, leurs talents, leurs attitudes, leurs chagrins, leurs espoirs, leur colère, leurs sentiments n'existent pas. C'est comme s'ils étaient seulement des nombres. Et c'est beaucoup plus facile de piétiner des nombres que de piétiner des personnes. C'est pour ça que, fondamentalement, quand on dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on englobe des personnes dans une réalité qui n'existe pas, dans un fantasme, et ça produit forcément des politiques qui sont des politiques et des attitudes, des comportements qui sont tout à fait nocives à la possibilité de l'inclusion. Alors, bon, là, c'était ma conclusion avec les Italiens. Là où je voulais en venir, et où on peut avoir le débat. Nous, on croit beaucoup aux vertus de l'inclusion. Je vais quand même vous montrer la différence en gros, du débat aujourd'hui. Vous avez ceux qui disent les nouveaux arrivants, les étrangers, les immigrés, ils doivent s'assimiler. L'assimilation, c'est à peu près ça. C'est qu'on considère qu'une population, rouge, qui arrive, quand elle rejoint le grand bloc de la France, ça doit faire globalement plutôt un grand bloc dans lequel on ne reconnaît plus les traits distinctifs qui étaient ceux qui forgeaient la culture de ces personnes qui venaient, je ne sais pas, du Sénégal, de Burkina, du Niger, du Maroc, de Tunisie, d'Irak, de Syrie, d'Érythrée, du Soudan, blablabla. Donc voilà, c'est l'assimilation. Ce mot qui était omniprésent dans les débats du Sénat et de l'Assemblée nationale, je veux juste vous rappeler que c'est un mot directement pioché, puisé, hérité de l'administration coloniale, qui, lorsque on invoquait la possibilité qu'un indigène puisse devenir français, on posait comme principe qu'il s'assimile, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de tous ses traits distinctifs, et que de la rencontre entre la France et l'étranger, la France devait sortir intacte. Elle ne devait pas être modifiée. On devait s'assimiler et franciser son nom, son prénom, ses attitudes. C'était ça, la démarche qui devait être celle de la personne qui rejoint la communauté nationale. Assimilation, donc quand les gens l'utilisent, je vous rappelle, c'est un mot qui était celui de l'administration coloniale. C'est-à-dire que le refoulé colonial français sur la question du débat de l'immigration, il est très puissant et il montre à quel point, dans notre rapport à la colonisation, y compris des républicains, parce que la vraie continuité qui existe entre l'Ancien Régime et la République, elle est autour de la colonisation. Et on a habillé d'universalisme et du désir d'émanciper les populations outre-Méditerranée une politique qui était une politique coloniale, impérialiste, de pillage des richesses, etc., une politique expansionniste. Et l'Ancien Régime, lui, habillait pas ça de la même manière, il faisait la guerre et il partait à la conquête, mais la République, de ce point de vue-là, a quand même finalement revisiter le concept en lui donnant des traits qui étaient des traits émancipateurs et positifs. Et en vérité, on parle d'assimilation. Je voulais vous dire, le multiculturalisme, là, c'est des modèles qui sont des modèles plutôt qu'on associe aux sociétés anglo-saxonnes. C'est l'idée que quand le groupe de nouveaux arrivants rencontre le pays d'accueil, en fait, il se reconstitue à l'identique à l'intérieur du nouvel ensemble. Il y vit, mais il a très peu d'interaction avec le reste de la société. C'est des sociétés très communautaires où on peut observer que d'une génération à une autre, dans les faits, les phénomènes de reproduction sociale sont puissants. Ils le sont aussi en France. Hein, mais on utilise ce schéma pour montrer ce qu'est le multiculturalisme. Et là où on va en venir, nous, c'est ce qu'on appelle l'interculturalité. Alors vous voyez,
les petits bonhommes verts pour faire plaisir à Pauline. C'est mieux l'interculturalité. Il y a des filles et des garçons, tu verras, il y a tout. Et vous allez me dire, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est pas idéal? En vérité, c'est déjà ce qui se passe. Nous sommes déjà une société de plus en plus multiculturelle. Ça veut dire que de la rencontre entre le bleu et le rouge, je suis toujours bleu, je suis toujours rouge, mais je deviens aussi vert, c'est-à-dire que chacun change au contact de l'autre. Dans le bénéfice réciproque, ou en tout cas dans le fait que l'interaction amène à changer. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est tellement vrai qu'une société, en réalité, elle tend vers cela. Notamment pour une société qui accueille différents moments migratoires. Et elle tend vers le fait qu'on se transforme, on garde des identités qui sont nos identités anciennes, mais on acquiert de nouvelles. Et je veux juste vous rappeler à vos propres vies. Moi, je vais prendre mon exemple, mais moi, je suis né breton. Ça dit sans doute quelque chose de moi, d'ailleurs, j'en ai parlé assez vite. J'ai été éduqué dans la religion catholique. Ça dit quelque chose de moi, et sans doute, et ça fait une nouvelle couche de sédiments. J'ai grandi ensuite au Sénégal. Ça dit quelque chose de moi, cette rencontre avec l'Afrique, mais ça dit pas tout de moi. Je suis ensuite rentré, alors les fachos me prêtent, et c'est vrai que j'ai dit ça, mais j'ai rendu fou les fachos, parce que quand je suis rentré à 13 ans de Bretagne, j'avais grandi tout le temps au Sénégal. Toute ma vie, donc j'ai été au Sénégal. Et quand je suis arrivé en Bretagne, la Bretagne c'est assez peu, j'adore, hein, c'est ma région, mais c'est quand même très blanc, quoi. Et comme adolescent, avec mes frères et sœurs, on était là et on se disait, bah, c'est quand même très très blanc, quoi. Et c'est la réaction qu'on avait dit, on se disait, quand on était petit, quoi, on disait à nos parents, mais il y a trop de blanc. Et au point que mon petit frère, qui était tout petit, dès qu'il voyait une personne de couleur noire, il allait voir, ça le rassurait. Ouais, parce qu'on avait grandi. Bon, je vous raconte des histoires, c'est des anecdotes, mais moi j'ai dit ça plus tard, quand j'ai fait la politique, j'ai dit, quand je suis rentré en France, j'ai trouvé qu'il y avait trop de blancs. Mais je le trouvais à 12 ou 13 ans, comme parce qu'on pense au cadre qu'on avait avant. Mais c'est pas pour dire il faut chasser les blancs. Et donc là, maintenant, j'ai le droit, toutes les semaines, il y en a un qui se réveille, qui dit, ah non, il a dit qu'il y avait trop de blancs. Bon, on est blancs comme toi, en même temps, notre bien, c'est bon, allez, j'arrête, je ferme la parenthèse. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que donc, je suis rentré en France, j'ai habité au Kremlin-Bicêtre, en banlieue. Ça a fait quelque chose de moi, mais ça ne dit pas tout. J'en suis ensuite engagé à gauche, ça dit quelque chose de moi, mais pas tout. J'ai rencontré des personnes qui ont été cruciales dans ma vie, dans ma formation personnelle. Un homme comme Henri Emmanuelli, ça dit quelque chose de moi, mais pas tout. Je ne me suis pas mis à chasser l'ortolan parce que je rencontrais Emmanuelli. Je suis père de 2 filles. Ça dit quelque chose de moi, mais pas tout. J'ai été élu député à Trappes, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que y a un formidable auteur caribéen qui s'appelle Édouard Glissant, qui parle des identités rhizomes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des racines qui sont nombreuses et qui s'additionnent. Et je suis persuadé que chacun d'entre vous pourrait dire ça, tiens, j'ai telle couche qui fabrique mon identité. Quelle est la part de cette identité qui peut submerger toutes les autres un jour? C'est celle qui sera agressée et menacée. Et ça, il faut le respecter. Hein. Y compris quand des gens avec lesquels on n'est pas d'accord disent « je me sens menacé dans mes modes de vie, mon identité française, dans l'idée qu'ils sont faits ». Ça, moi, je respecte ça. Je ne veux pas lui dire « non, tu es un imbécile parce que tu ne penses pas comme moi ». Mais quelle est la part qui va submerger? Celle que l'on perçoit comme menacée. Et ça va être ma conclusion. Et très typiquement, moi, je vous redonne mes petites identités. Si vous commencez à m'expliquer, là, aujourd'hui, et demain, et après-demain, que les trisquels des Bretons, c'est vraiment... faut arrêter. Que vos histoires de bignou, c'est insupportable, vraiment, c'est interdit. Que j'ai pas le droit de porter le costume de mon grand-père, qui était un magnifique costume à Plougastel-la-Aulas, qui est sublime, etc., parce que c'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la République. Bref, si vous commencez tous les jours à m'expliquer que la part de breton que j'ai en moi est une part non désirée et non désirable, bonnet rouge. Vous allez voir que je vais devenir, je vais commencer à chanter 2-3 chansons bretonnes. Et cette part-là, elle va grandir. Logiquement, elle va grandir. Et ma conclusion, c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « je me sens menacé dans mes modes de vie ». Et il y a un formidable philosophe qui s'appelle Bruno Latour, que tu dois connaître, qui parle de ces personnes qui, en milieu rural, il les appelle les migrants immobiles. Et disent « ces gens-là, ils n'ont pas bougé de chez eux, mais ils ont eu l'impression que leur pays les fuyait.
que leur pays les avait quittés. Et ont-ils tort quand hier ils avaient une gare, au même titre que les autres, et la possibilité de se transporter? Ont-ils tort quand l'école a fermé sa dernière classe à plusieurs niveaux parce qu'il n'y a plus assez d'enfants? Ont-ils tort quand ils voient qu'aujourd'hui, pour se soigner, même en médecine générale, c'est de plus en plus compliqué, ou pour des soins à domicile avec un infirmier ou une infirmière? Ont-ils tort quand leur famille a accouché d'un enfant dans une maternité qui était une maternité publique et qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible pour leurs petits-enfants? Ont-ils tort de dire l'identité qui en France est liée au service public, à la protection sociale qui s'effrite elle-même, avec des choses qui étaient hier protégées qui ne le sont plus, à une manière, à un lien social qui se nouait dans les commerces de proximité et qui se ferme? Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tort. La question c'est, est-ce que c'est un Afghan qui est responsable de la fermeture de la classe? Est-ce que les Syriens ont une quelconque responsabilité dans le fait que la gare et la dernière ligne de chemin de fer a fermé? Est-ce que les Maliens sont responsables du fait qu'il n'y a plus d'infirmières ou d'infirmiers qui assurent des soins à domicile? Est-ce que les Sénégalais sont responsables de la fermeture de la maternité? Est-ce que les Kurdes, je termine, sont responsables de la fermeture de la dernière boulangerie? Non. Pourquoi attribue-t-on à la migration ce qui relève de choix politiques qui n'ont rien à voir avec les migrations? Et c'est le dernier mot, réfléchissons une seconde à ce que pourrait être l'impact dans ces territoires du fait que le Kurde dont je parlais, qui n'est pas responsable de la fermeture de la boulangerie, si c'est lui qui réouvre une boulangerie, est-ce que ce qui va compter, c'est la baguette? Ou celui qui l'a fait? C'est le sketch de Fernand Reynaud, je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent, j'aime pas les étrangers, un truc comme ça, et puis à la fin il se rend compte que l'étranger c'est celui qui faisait le pain, il n'a plus de pain, il dit ben, finalement c'était un peu absurde. Mais un boulanger kurde ou une infirmière malienne, ou demain une médecin burkinabé, ou peu importe, aujourd'hui nous savons que la migration en réalité peut être une solution pour préserver nos modes de vie, ce qui fait notre identité. En vérité, ces identités menacées, meurtries, elles peuvent être régénérées pour partie, pas seulement, parce qu'il faudra des politiques de service public, mais par les migrations. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il faut se réapproprier aussi des imaginaires positifs. Sinon, il n'y aura pas ça. Ou si, il y aura ça, mais par défaut, et on va passer par d'autres phases qui vont être bien plus dures et violentes, parce que ce qui se prépare, on est tranquille là, mais c'est pas rigolo du tout quand même. Hein. La France, c'est pas n'importe, l'extrême droite française, c'est pas n'importe laquelle quand même. Hein. Elle a quand même un long cortège de contributions extrêmement violentes à notre histoire. Donc moi j'espère qu'on n'aura pas ça, et on l'aura pas en 2027. Hein. Et on va faire pour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il faut maintenant assumer de mettre dans le débat des imaginaires qui soient des imaginaires un peu plus positifs liés aux migrations et qui ne reposent pas seulement sur les chiffres que je vous ai donnés. Voilà, merci beaucoup.